C'était un matin froid de décembre 1872. L'Atlantique Nord bougeait à peine. À bord du Dei Gracia, un navire marchand britannique, un marin aux yeux plissés par l'horizon aperçoit un trois-mâts dérivant doucement. Pas de signe de détresse, pas de voile affalée, mais quelque chose cloche. Le capitaine Morehouse fait approcher son navire. Le nom peint sur la coque, Marie Céleste. Un silence étrange entoure le bâtiment, trop calme. Il monte à bord, et là, personne. Nada. Le navire est vide. Que vient de découvrir le capitaine Morehouse, c'est l'une des affaires maritimes les plus incroyables et les plus mystérieuses de l'histoire. Le Marie Céleste est connu dans le monde entier comme étant l'énigme maritime la plus insoluble. Avant que je te raconte toute l'histoire et ses théories, je me présente, moi c'est Tom et je te raconte plein d'histoires d'aventure et d'exploration. Alors si t'es comme moi et tu es passionné par ces récits, abonne-toi, c'est gratuit et ça me ferait plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Et si je te racontais maintenant le plus grand mystère maritime de l'histoire ? Benjamin Spooner Briggs n'était pas un homme ordinaire. Il est né en 1835 à Wareham, dans le Massachusetts. Il grandit les pieds dans le sable et les yeux tournés vers l'horizon. Le Massachusetts, je ne sais pas le dire, mais le Massachusetts, pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le nord des États-Unis. Son père était capitaine, ses frères aussi. Une vraie famille de marins. Une famille des mers. Chez les Briggs, la mer n'était pas un métier, c'était une destinée. Benjamin, lui, était connu pour sa droiture, son calme et cette espèce de force tranquille qu'ont ceux qui parlent peu mais pensent profondément. Il aime la mer, oui, mais il aimait plus encore Sarah Cobbs, la jeune femme qu'il allait épouser en 1862. Elle venait d'une famille tout aussi respectable. Ensemble, ils formaient un couple paisible, discret, uni. De leur amour naîtra une petite fille, Sophia Matilda, aux yeux vifs et curieux, qui allait tout changer. Briggs n'était pas du genre à courir le monde pour la gloire. Il rêvait d'un commerce honnête, de navigation sûre, et de revenir vivant, chaque fois, auprès de sa fille et de sa femme. C'était un homme de foi, mais aussi de raison. En 1872, après des années en mer, Benjamin et Sarah prennent une décision inhabituelle, faire ensemble le prochain voyage à bord du navire dont Benjamin vient de prendre le commandement et qui doit transporter de l'alcool industriel de New York à Gênes, en Italie. Ce navire se nomme le Marie Céleste. Certains s'étonnent, faire monter une petite fille et une femme sur un navire. Une femme! Pour l'époque, c'était quand même incroyable. Une femme, ça portait malheur sur un navire. Ça a totalement changé, hein, rassurez-vous. Le voyage est long, incertain, mais Briggs a tout prévu. Il a aménagé une cabine confortable pour Sarah et Sophia. Il veut leur montrer l'autre moitié de son monde. Ce voyage, il le voit comme un nouveau départ. Il a même parlé à son frère d'un projet, s'installer en Méditerranée, acheter un petit commerce, loin des ouragans de l'Atlantique. Une vie simple, paisible. Le navire n'était pas flambant neuf. Il avait connu des tempêtes, des réparations, un changement de nom. Avant de s'appeler le Marie Céleste, il arborait le doux nom d'Amazon. Le navire fut construit en 1861 à Spencer Island, une petite communauté maritime au Canada. À l'origine, c'était un brigantin de 30 mètres, conçu pour le commerce. Solide, rapide, bien charpenté. En théorie, un excellent navire. Il est baptisé Amazon, un nom puissant qui devrait braver n'importe quelle mer. Et pourtant, dès ses premiers jours, le destin semble vouloir le tester. Son premier capitaine, Robert McClellan, meurt de maladie juste après le lancement. Le navire n'avait même pas encore quitté le port que la mort frappait déjà. Peu de temps après, lors de son tout premier voyage vers Londres, l'Amazon entre en collision avec un bateau de pêche dans le détroit de la Manche. Bilan, un navire coulé. Bon, pas lui, l'autre. Et de premiers soupçons autour de cette goélette canadienne qui n'aurait pas beaucoup de chance. 6 ans après sa construction, l'Amazon est endommagée par une tempête au large du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et est échouée pour réparation. Les marins sont superstitieux et les rumeurs vont vite. À force d'accidents, de capitaines malchanceux, de cargaisons perdues, l'Amazon s'est vu coller une réputation de navire qui attire les ennuis. On raconte même qu'aucun capitaine ne l'a gardé très longtemps. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Il est alors vendu à un groupe d'Américains qui le remettent à flot. Et en 1869, il est rebaptisé Marie Céleste. Un début de carrière assez compliqué pour notre navire. Revenons maintenant à Benjamin et sa famille. Certains marins superstitieux n'aimaient pas trop ce genre de bateau, mais Benjamin s'en moquait. Il connaissait sa solidité. Il avait sélectionné son équipage avec soin, des marins compétents, discrets. Le second, Albert, était un ami loyal et expérimenté. Le navire fut chargé à New York, 1701 barils d'alcool dénaturés. Une cargaison à risque, mais bien arrimée. Le vent était favorable, tout semblait aligné.
Dans une pension complète, calme près du port, Benjamin écrit une lettre à son frère. Il y parle de la météo, des préparatifs, de Sarah qui se repose, de Sophia qui court partout dans la chambre, ravie de dormir dans un bateau qui bouge. Mais une phrase retient l'attention des historiens. Notre navire est en bon état et nous faisons voile demain, si Dieu le permet. Je ne m'attends pas à des difficultés particulières. Une phrase banale ou une manière polie de cacher ses appréhensions. Nul ne le saura jamais. Le 7 novembre, port de New York. L'aube est grise. Un vent frais souffle entre les entrepôts. Le Marie Céleste tangue doucement à quai, prêt à partir. Les marins montent à bord, chargés des derniers sacs. Sarah serre une valise, Sophia dort dans ses bras, paisible. Benjamin donne ses dernières instructions méthodiques, concentré. Mais il jette un dernier regard vers la ville, comme un adieu silencieux. Quand les amarres sont larguées, le Marie Céleste glisse doucement vers la mer. À son bord, 10 personnes, une famille pleine d'espoir, un équipage digne de confiance. Et un mystère qui, sans le savoir, vient de prendre le large avec eux. Une semaine après le départ du Marie Céleste, un autre navire se prépare à prendre la mer. Il s'agit du Dei Gracia, une goélette britannique solide et discrète qui doit livrer une cargaison d'alcool léger à Gibraltar, en Méditerranée. Ironie du sort, prendre la même route. Même type de cargaison, même destination finale. À la barre, le capitaine David Reed Morehouse, un homme de la même trempe que Benjamin, réfléchi, posé. Pas du genre à croire aux fantômes ou aux malédictions, ce qui rend la suite encore plus troublante. Morehouse connaissait Benjamin Briggs. Il n'était pas un ami proche, mais un homologue respecté. Les deux hommes s'étaient croisés plusieurs fois, échangé des toasts dans des tavernes portuaires, parlaient de navigation, de cargaison, de religion. J'ai fait des rimes en on. Pour ceux qui n'ont pas remarqué. Des hommes de devoir qui partageaient les mêmes valeurs. On raconte que Morehouse aurait même dîné avec Briggs et Sarah peu avant leur départ. Le capitaine du Dei Gracia se souvenait encore du regard franc de Briggs et de sa fille espiègle courant autour de la table et de Sarah, élégante et douce, qui souriait avec tendresse en les regardant. Alors quand le Dei Gracia quitte le port ce jour de novembre, il ne sait pas encore qu'il va croiser leur route à nouveau, dans des circonstances inimaginables. La mer est calme les premiers jours. Le Dei Gracia avance à bonne allure, son équipage concentré. Rien ne laisse présager ce qui se profile. Le 4 décembre, alors qu'ils approchent des Açores, l'un des matelots grimpe dans le gréement. Comme chaque jour, pour scruter l'horizon, il aperçoit une silhouette floue, un navire à la dérive. Les voiles sont en partie hissées, mais étrangement mal réglées, comme si personne ne les avait ajustées depuis des jours. Morehouse est alerté. Il prend sa longue vue, ce qu'il voit le glace. Un brigantin, bois sombre, voile lâche, pas de signe de vie. Il s'approche. Les lettres sur la coque finissent par apparaître lentement, comme un verdict. Marie Céleste. Le capitaine baisse sa longue vue, son visage se fige. Une bouffée d'angoisse monte en lui. Ce n'est pas seulement un navire fantôme qu'il voit, c'est celui de Briggs, ce collègue avec qui il avait parlé, ri, prié, quelques semaines plus tôt. Et là devant lui, ce navire flotte sans gouvernail visible, sans équipage, sans signal de détresse, juste vide. Le Marie Céleste dérive lentement, comme un animal blessé qui ne sait plus où aller. Il tangue faiblement au rythme des vagues, voile à demi pendante. Il ne répond à aucun signal, aucune manœuvre, aucune voix. Sur le pont du Dei Gracia, le capitaine Morehouse tient une rambarde, le regard vide. Quel drame s'est-il passé sur ce navire? Il se bat intérieurement. Une partie de lui veut croire que Briggs est peut-être encore à bord, blessé, inconscient, en détresse. L'autre, plus instinctif, sait déjà. Ce navire est vide. Il donne l'ordre. 2 hommes embarquent dans le canot. Olivier Deveau, le premier officier, et un matelot expérimenté. Les rames plongent dans l'eau noire. Le silence est presque surnaturel. Pas un cri d'oiseau, pas un craquement de bois. Juste le bruit du canot approchant le flanc du Marie Céleste. Il grimpe à bord avec prudence. Le bois est humide, glissant, mais étonnamment solide. Rien ne laisse à penser que le navire a pris une tempête dans la tronche. Les premières choses qu'il constate, le gouvernail fonctionne. Le mât est intact, les voiles sont mal réglées, mais fonctionnelles. Le navire est navigable et pourtant, personne. Ils crient « Oh, y a-t-il quelqu'un à bord ?» Leur voix résonne contre les cordages et se perd dans le vent. Ils avancent prudemment sur le pont, puis descendent à la cabine du capitaine. Là, une vision surréaliste les attend. Le salon est immobile, comme si tout le monde était parti en plein milieu d'un geste. Sur la table, il y a encore une tasse renversée, des papiers, un journal de bord soigneusement posé. Les effets personnels de Briggs, Sarah, Sophia sont là. Vêtements, jouets, valises, rien n'a été emporté. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang,
pas même de panique. Le lit de l'enfant est encore fait, un peigne repose sur un meuble. Dans la cale, la cargaison est là. Les 1701 barils n'ont pas bougé. On peut écarter l'histoire des pirates. Certains semblent avoir fui un peu, libérant des vapeurs d'alcool piquantes. Mais tout est relativement en ordre. Le journal de bord s'arrête au 24 novembre. Plus rien après. Et puis il y a un détail qui dérange. Il y a un canot de sauvetage qui a disparu. Est-ce qu'il se serait perdu en pleine mer dans le canot? Possible. Il passe au peigne fin chaque recoin. Tout semble en place sauf les humains. Les vivres sont intacts. Les barils d'eau sont en bon état. Les instruments de navigation manquent, le sextant, le chronomètre, mais il n'y a aucune raison évidente d'abandonner le navire. Pas de voie d'eau, pas d'incendie, pas de pirates, rien. Un navire en parfait état de marche, mais déserté. Oliver Deveau remonte à bord du Dei Gracia avec un visage pâle. Il regarde le capitaine Morehouse, secoue lentement la tête et dit simplement « Il n'y a personne. Mais quelque chose s'est passé. Il pourrait laisser le Marie Céleste à la dérive, mais Morehouse refuse. Ce navire mérite mieux. Il décide de détacher une partie de son équipage pour amener le Marie Céleste à bon port, à Gibraltar. C'est une traversée longue, difficile et risquée. Manœuvrer un navire vide sur l'Atlantique en gardant ses nerfs, c'est pas de tout repos. Le 13 décembre, le Marie Céleste entre lentement dans le port de Gibraltar, remorqué par les hommes du Dei Gracia. Vide, intact, silencieux. Et les questions, elles, commencent à hurler. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce navire ? 13 décembre, le Marie Céleste entre lentement dans le port de Gibraltar, tracté par une partie de l'équipage du Dei Gracia. Le navire, vide mais intact, intrigue immédiatement les autorités maritimes britanniques. On parle d'un abandon inexpliqué, d'une cargaison précieuse toujours à bord et d'un équipage évaporé sans trace. Est-ce qu'ils connaissent un cas de ce genre ? Du jamais vu. Rapidement, l'affaire est confiée à Frédéric Soliflood, le procureur général de la cour d'amirauté de Gibraltar. C'est un homme méthodique mais aussi méfiant, un peu obsédé par l'idée de conspiration. Dès le premier jour, il a un gros doute sur le Dei Gracia. Est-ce que le Dei Gracia a quelque chose à se reprocher ? Pourquoi ce navire fantôme, découvert dans un état aussi correct, aurait-il abandonné ? Pourquoi ne trouve-t-on aucun signe de panique? Et pourquoi, par hasard, est-ce un capitaine connaissant personnellement Briggs qui en hérite? Il soupçonne une mise en scène, voire un crime de mer. Les hommes du Dei Gracia sont convoqués, interrogés, parfois accusés à demi-mot. On examine le Marie Céleste centimètre par centimètre à la recherche d'un indice. Une goutte de sang, une lame rouillée, une trace de lutte, rien. Aucune preuve, aucune faille, juste un navire vide. On note bien quelques éléments étranges. Un sable rouillé, retrouvé dans la cabine du capitaine. Des marques sur le bastingage que certains jugent suspectes. Un baril sur 1701 légèrement endommagé. Un lock à la traîne manquante. Un lock, c'est un instrument de mesure de vitesse. Et surtout, aucun journal de bord depuis le 24 novembre. Mais aucun de ces éléments constitue une preuve. Il n'y a ni mobile, ni corps, ni violence, ni témoin. Soliflood est frustré. Il n'a rien et pourtant il sent que quelque chose cloche. Après quelques semaines de procédures, de rapports d'experts et de rumeurs de tavernes qui vont bon train, la cour d'amirauté abandonne les poursuites contre l'équipage du Dei Gracia. Ils recevront une récompense réduite, bien en dessous des usages. Une manière de dire « on ne peut rien prouver », mais on vous garde à l'œil. Et le Marie Céleste, qu'est-il devenu? Il est mis en vente, puis repris par d'autres capitaines. Mais aucun ne gardera le navire longtemps. Tous rapporteront incidents, pertes financières ou une étrange impression d'être observé. L'histoire commence à circuler dans les ports d'Europe, puis en Amérique. Un navire abandonné, intact, flottant seul sur l'Atlantique. La presse s'empare du sujet, les théories affluent. Pirates, mutinerie, explosion silencieuse, délire collectif dû aux vapeurs d'alcool, des extraterrestres, il y a toujours une histoire d'extraterrestres, monstres marins, mais rien, absolument rien, ne collera entièrement aux faits. Le Marie Céleste devient une icône de mystère maritime, un nom qui claque comme une énigme non résolue. Et dans les cabines sombres, les vieux marins jurent qu'il y a des navires qu'on ne doit jamais suivre, même de loin. Le Marie Céleste finira par s'échouer en 1885 près d'Haïti lors d'une fraude à l'assurance. Son dernier capitaine l'a lancé volontairement sur les récifs. Il s'en tirera, mais lui aussi dira qu'il n'a jamais été à l'aise à bord. Le navire qui a survécu à tout n'a jamais survécu à son propre secret. J'aimerais bien entendre vos théories sur l'histoire. Si vous êtes connaisseur de l'histoire ou avec les éléments que je vous ai donnés, vous pouvez peut-être avoir une petite théorie derrière les fagots.
Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra débattre, toujours dans la bonne humeur, hein. On commence pas à insulter les autres, c'est pas bien. J'espère que cette histoire vous a plu, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire d'aventure.